Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais continuer la lecture du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et donc, ça sera la troisième partie ou troisième épisode. Alors, je parle d'épisode parce qu'en fait, je ne lis pas tout à fait un chapitre par vidéo parce qu'ils sont un peu courts. Donc, je lis à peu près un chapitre et demi à chaque fois. Donc, je préfère parler d'épisodes puisque là, pour le coup, ça ne correspond pas tout à fait à des chapitres. Alors, la suite. Y a-t-il d'autres détails demandai-je. Oui, bien sûr, dit grand-mère. Tu ne sembles pas très bien comprendre que les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Elles ressemblent à des femmes. Elles parlent comme des femmes. Elles agissent comme des femmes. Mais ce ne sont pas des femmes. En réalité, ce sont des créatures d'une autre espèce. Ce sont des démons déguisés en femmes. Voilà pourquoi elles ont des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela pour se faire passer pour des femmes. Y a-t-il d'autres trucs pour les démasquer, grand-mère répétai-je. Les pieds, dit-elle. Elles n'ont pas d'orteils. Pas d'orteils m'écriai-je. Mais qu'est-ce qu'elles ont à la place? Rien, répondit grand-mère. Elles ont des pieds au bout carré, sans orteils. Marchent-elles avec difficulté demandai-je. Un peu, répondit grand-mère. Elles ont quelques problèmes avec les chaussures. Toutes les femmes aiment porter de petits souliers pointus, mais une sorcière dont les pieds sont très larges et carrés éprouve un véritable calvaire pour se chausser. Pourquoi ne portent-elles pas des souliers confortables au bout carré? Elles n'osent pas, répondit grand-mère. De même qu'elles cachent leur calvitie sous des perruques, les sorcières cachent leurs pieds carrés dans de jolies chaussures pointues. Ce doit être terriblement inconfortable, dis-je. Extrêmement inconfortable, dit grand-mère, mais elle les porte quand même. Donc ce détail-là ne m'aidera pas à reconnaître une sorcière, dis-je. En effet, soupira grand-mère, tu peux, si tu es très attentif, reconnaître une sorcière parce qu'elle boite légèrement. Est-ce qu'il y a d'autres détails encore, grand-mère? Oui, il y a un détail de plus, répondit grand-mère. Un dernier détail. La salive d'une sorcière est bleue. Bleue, m'écriai-je. Mais c'est impossible, aucune salive n'est bleue. Bleu myrtille, précisa-t-elle. Mais c'est absurde, grand-mère, aucune femme n'a la salive bleu myrtille. Si, les sorcières, répliqua-t-elle. Bleu comme de l'encre, demandai-je. Exactement, dit-elle. Elles utilisent des porte-plumes et elles n'ont qu'à lécher la plume pour écrire. Et si une sorcière me parlait, je pourrais voir cette salive bleue, grand-mère, oui ou non? Seulement si tu regardes attentivement, répondit-elle. Très attentivement. Tu pourrais voir un peu de bleu sur leurs dents, mais cela ne se voit presque pas. Et si elles crachent, demandai-je. Les sorcières ne crachent jamais, répondit grand-mère. Elles n'osent pas. Je ne pouvais pas croire que grand-mère était en train de me raconter des bobards. Elle allait à la messe tous les matins et récitait le Bénédicité avant chaque repas. Une personne si chrétienne ne ment jamais. Je finissais par croire tout ce qu'elle m'avait appris mot pour mot. Voilà, dit grand-mère, c'est tout ce que je peux te donner comme renseignement sur les sorcières. Cela t'aidera un peu. On ne peut jamais être absolument sûr qu'une femme n'est pas une sorcière, juste au premier coup d'œil. Mais si une femme porte des gants et une perruque, et si elle a de grandes narines et des yeux de glace et de feu, et si ses dents sont légèrement teintées de bleu, alors file à l'autre bout du monde. Grand-mère, quand tu étais petite, as-tu rencontré une sorcière, toi? Une fois, oui, dit grand-mère. Rien qu'une fois. Et qu'est-il arrivé? Je ne veux pas te le dire, répondit grand-mère. Cela t'effraierait et te donnerait des cauchemars. S'il te plaît, raconte-moi. Non, dit-elle, certaines choses sont trop horribles pour être racontées. Est-ce que cela a un rapport avec le pouce qui te manque? Soudain, les vieilles lèvres ridées se fermèrent comme des tenailles. La main qui tenait le cigare se mit à trembler. J'attendais. Elle ne me regardait plus, elle ne me parlait plus. Elle s'était refermée comme un escargot dans sa coquille. La conversation était finie.
Bonne nuit, grand-mère, dis-je en me redressant et en l'embrassant sur la joue. Elle ne bougea pas. Je quittai la pièce en catimini et je partis me coucher. Le lendemain, un homme vêtu de noir, une serviette de cuir à la main, se présenta chez grand-mère. Il eut une longue conversation avec elle dans la salle à manger. Je n'eus pas le droit d'entrer, mais après le départ de l'homme, grand-mère s'approcha lentement de moi, l'air attristé. « Le notaire m'a lu le testament de ton père, dit-elle. « C'est quoi un testament ? Demandai-je. C'est un document sur lequel on écrit qui va hériter de l'argent ou des biens que l'on possède après sa mort. Mais surtout, si l'on a un enfant, le testament indique la personne qui va s'en occuper après la mort des deux parents. « C'est bien toi qui vas t'occuper de moi, m'écriai-je. Pas quelqu'un d'autre ? » Non, dit grand-mère, ton père n'aurait jamais voulu ça. Sur le testament, il me demande de veiller sur toi tant que je vivrai. Mais il ajoute qu'il faut que je te ramène chez toi, en Angleterre. Pourquoi ne pas rester en Norvège ? Demandai-je. Tu m'as dit que tu ne pourrais pas vivre ailleurs. Je sais, fit-elle, mais il y a des problèmes compliqués d'argent et de maison que tu aurais du mal à comprendre. Toute ta famille est norvégienne, mais tu es née en Angleterre. Tu y as commencé tes études et ton père veut que tu les continues là-bas. « Oh, grand-mère, m'écriai-je, je sais que tu n'as pas du tout envie d'aller vivre en Angleterre. »« Non, bien sûr, mais il le faut, dit grand-mère. Le testament précise que ta mère le désire aussi, et je dois respecter les dernières volontés de tes parents. Il n'y a rien d'autre à faire. La rentrée du 2e trimestre commence dans quelques jours, donc pas de temps à perdre pour préparer nos valises. » La veille de notre départ, grand-mère reprit son sujet favori, les sorcières. « Il n'y a pas autant de sorcières en Angleterre qu'en Norvège. Avec tout ce que tu m'as appris, je saurai les éviter, grand-mère. »« Je l'espère, soupira grand-mère, car les sorcières anglaises sont les plus méchantes du monde. » Tandis qu'elle fumait son cigare, je regardais la main au pouce manquant. Je ne pouvais pas m'empêcher. Cela me fascinait. Je me demandais quelle horrible chose était arrivée lorsque grand-mère, petite fille, avait rencontré une sorcière. Cela avait dû être absolument épouvantable, sinon elle me l'aurait raconté. J'essayais de deviner. Lui avait-on dévissé le pouce ? Avait-elle été obligée de le fourrer dans le bec d'une bouilloire ? Ou lui avait-on arraché le pouce comme on arrache une dent ? Dis-moi, grand-mère, pourquoi les sorcières anglaises sont-elles les plus méchantes au monde ? Eh bien, fit-elle, en rejetant une bouffée de son affreux cigare, leur tour favori est de préparer des poudres pour changer les enfants en animaux dégoûtants. En quoi, par exemple ? En limaces ? Les grandes personnes détestent les limaces, alors elles les écrasent, sans savoir qu'il s'agit de leurs enfants. Mais c'est horrible, m'écriai-je. Parfois, elles les changent en puces, continua grand-mère. Et les mères, sans savoir ce qu'elles font, bombardent leurs enfants d'insecticides et adieu. Tu m'inquiètes, grand-mère, je ne veux pas retourner en Angleterre. J'ai connu des sorcières anglaises, poursuivit-elle, qui transformaient des enfants en faisans. Le jour de l'ouverture de la chasse, elles libéraient les faisans dans les forêts. Et les faisans se faisaient tuer ? Évidemment, affirma grand-mère. Ensuite, on les plumait, on les rôtissait à la broche et l'on s'en régalait au dîner. Je m'imaginais transformée en faisan, volant, fuyant désespérément les chasseurs, plongeant, tournant, évitant les balles qui explosaient autour de moi. Oui, continua grand-mère, les sorcières anglaises adorent regarder les grandes personnes se débarrasser de leurs propres enfants. Mais je ne veux plus aller en Angleterre, grand-mère. Je te comprends, mon petit, mais il faut respecter les dernières volontés de tes parents. Est-ce que les sorcières sont différentes d'un pays à l'autre ? Complètement différentes, dit grand-mère, mais je ne connais pas bien ce qui se passe dans certains pays. Connais-tu les sorcières d'Amérique ? Demandai-je. Pas vraiment, répondit-elle, mais on raconte que là-bas, les sorcières américaines arrivent à faire manger leurs bébés aux parents. Oh, mais c'est incroyable ! M'exclamai-je. C'est un bruit qui court, dit-elle. Mais comment peuvent-elles y arriver ? En transformant les bébés en hot-dog, répondit grand-mère. Ce n'est pas bien difficile pour une sorcière, tu sais. Est-ce que chaque pays a des sorcières, grand-mère ? Oui, là où il y a des gens, il y a des sorcières. Il existe même une société secrète de sorcières dans chaque pays. Et elles se connaissent toutes ? Non, dit grand-mère,
Une sorcière ne connaît que les sorcières de son pays. Il lui est interdit de communiquer avec l'étranger. Mais toutes les sorcières d'Angleterre se connaissent bien et sont amies. Elles se téléphonent, elles échangent des recettes abominables. Dieu sait de quoi elles peuvent parler. Cela me rend malade d'y penser. Assis par terre, je regardais grand-mère. Elle écrasa son mégot dans le cendrier et croisa les mains sur son ventre. Une fois par an, reprit-elle, les sorcières de tous les pays se réunissent en secret pour écouter la conférence de la plus grande sorcière du monde, la grandissime sorcière. La grandissime sorcière, répétai-je. C'est leur chef, répondit grand-mère. La grandissime sorcière est toute puissante et sans pitié. Toutes les sorcières sont paralysées de peur en face d'elle. Elles ne voient la grandissime sorcière qu'une fois par an au cours de cette conférence, qui doit déclencher l'enthousiasme et raviver les ardeurs. La grandissime sorcière voyage de pays en pays pour donner des consignes partout. Où se réunissent-elles, grand-mère? Oh, il court toutes sortes de bruits, répondit-elle. On raconte qu'elle loue des chambres dans des hôtels modernes, possédant des salles de conférence, comme n'importe quelle association de femmes. Il paraît qu'il se passe de drôles de choses dans ces hôtels. Les lits ne sont jamais défaits. Il y a des traces de brûlures sur les tapis et des crapauds dans les baignoires. Et un jour, un cuisinier trouva un bébé crocodile qui nageait dans sa soupe. Grand-mère tira une autre bouffée de son cigare et aspira profondément. « Où habite la grandissime sorcière ?» demandai-je. « Ah, ça, personne ne le sait, » répondit grand-mère. « Sinon, on pourrait facilement la détruire. Des sorciérologues du monde entier ont passé leur vie à essayer de découvrir son quartier général. »« C'est quoi un sorciérologue ?»« C'est une personne qui étudie les sorcières, » répondit grand-mère. « Es-tu sorciérologue, toi, grand-mère ?»« Oui, mon petit, mais je suis à la retraite. Je suis beaucoup trop vieille pour continuer la tâche. Mais dans ma jeunesse, j'ai parcouru le monde entier pour dénicher la grandissime sorcière. Et je n'ai jamais réussi. »« Est-elle riche ?» demandai-je. « La grandissime sorcière roule sur l'or, bien sûr, » répondit grand-mère. « Il paraît qu'elle a une imprimerie clandestine qui fabrique des billets de banque. Après tout, les billets ne sont que des bouts de papier avec des dessins. Si on a l'imprimerie et le papier, on peut, tout comme les banques, fabriquer de faux billets aussi vrais que les vrais. À mon avis, la grandissime sorcière doit fabriquer tous les billets qu'elle veut et les distribuer aux sorcières. Même des billets étrangers ? Cette imprimerie peut fabriquer des billets chinois si la grandissime sorcière le veut bien. Il lui suffit d'appuyer sur le beau bouton. Mais puisque personne n'a jamais vu cette grandissime sorcière, comment peux-tu être sûre qu'elle existe ? Personne n'a vu le diable, dit grand-mère en me regardant sévèrement. Pourtant, nous savons bien qu'il existe. Le lendemain, nous prenions un bateau à destination de l'Angleterre. Bientôt, je me retrouvai dans notre vieille maison familiale du Kent, seule avec grand-mère. Puis le deuxième trimestre d'école commença. J'allais à l'école et tout me semblait redevenu normal. Au fond du jardin, il y avait un énorme marronnier. Timmy, mon meilleur ami, et moi, nous avions commencé à construire une magnifique cabane dans les branches. Nous ne travaillions que les week-ends, mais tout avançait à merveille. D'abord, nous avions fabriqué le plancher en clouant de larges planches. En un mois, le plancher était terminé. Puis nous avions construit une balustrade en bois et il ne nous restait plus qu'à faire le toit. C'était le plus difficile. Et la suite, ça sera pour demain, je vais m'arrêter là. Parce que je crois que mon temps de vidéo va se couper. Alors, comme hier, je vous ai demandé si c'était possible pour vous de me faire un dessin qui illustre une scène ou quelque chose que vous avez retenu de cette lecture. Et comme d'habitude, j'aimerais que vous m'envoyiez une photo que vous prenez avec le portable et que vous m'envoyez par SMS. Voilà, bon travail!